Merci, Monsieur le Président. Très honorable Kavaye Djibril de nous passer la parole. Je voudrais saluer d'antan les pertinentes préoccupations qui ont été exprimées par les collègues dans la commission dédiée. Et je me réjouis de la présence ici de Madame la Ministre en charge de ces questions. Alors, Madame la Ministre, séduit par l'exposé des motifs de cette loi, je me suis lancé dans une lecture passionnée des 101 articles, dans l'ardente expectative de déceler les bases juridiques du renouveau postal. Mais rendu à la moitié du texte, j'ai dû, Madame la Ministre, réviser mes prétentions pour m'épargner une brutale désillusion. Je dois vous concéder néanmoins qu'en comparaison avec la loi du 26 décembre 2006 du même nom, la littérature qui a permis de passer de 63 à 101 articles est plus affinée. Les définitions sont plus denses. Bref, on en sort forcément bien enrichi du jargon postal, mais une bien maigre consolation pour un lecteur qui rêvait de la poste en couleur. Venons-en au fait. Madame la Ministre, le nostalgique de l'époque où nous collions les timbres avec la salive a lu dans cette loi, à l'article 33, que l'enclavement n'est pas un motif valable d'exonération de l'obligation d'assurer l'égal accès au service postal universel. Alors, qu'est-ce qui est fait pour effacer les innombrables déserts postaux qui essaiment le Cameroun? L'État accorde à l'opérateur postal un monopole résiduel appelé service réservé, notamment les courriers n'excédant pas un demi-kilogramme et autres services. Comment être sûr qu'à la promulgation de cette loi, nous ne rentrerons pas à l'âge de la pierre taillée où le courrier qui aujourd'hui par une agence de voyage arrive le même jour arrivera une semaine après? Pourquoi prendre à nouveau le risque de préjudicier autant les Camerounais alors que le fameux plan de relance de la Campost n'en est encore qu'aux grandes annonces? Madame la Ministre, l'une des innovations de la loi est l'institution des droits d'entrée et des droits de renouvellement. Mais l'attitude est laissée au seul gouvernement d'en définir les montants à sa guise. Ne pensez-vous pas qu'il appartient aux législateurs que nous sommes, tout au moins de fixer les plafonds et les planchers? Madame la Ministre, l'institution d'une redevance postale, c'est à l'article 19, en soi pose deux problèmes. Celui de la surcharge contributive et celui de la valeur. En plus des droits d'entrée et de sortie, que dis-je, de renouvellement, il faut signaler que nulle part, il n'est dit que les entreprises du secteur sont exonérées des autres charges fiscales. Lorsqu'en plus, elles sont astreintes à une redevance de pas moins de 4% hors taxe, c'est-à-dire sur la base des encaissements bruts. Cela s'assimile dans un contexte, par ailleurs, où le patronat dénonce depuis longtemps la pression fiscale excessive à une asphyxie programmée, à une évasion préméditée. Pour preuve, l'article 22 fixe un délai de 60 jours pour l'acquittement de ces charges. Nulle part dans la loi, il n'est envisagé le moindre moratoire. Encore plus inquiétant est de constater, c'est à l'article 68 alinéa 4, même en cas de contestation d'une redevance issue des états financiers litigieux, l'opérateur privé est tenu de payer d'abord. On se croirait dans le droit commun du recouvrement des impôts. D'ailleurs, ces derniers, je parle des impôts, subissent la même préemption. L'article 75 donne pouvoir aux régulateurs de l'activité postale, il ne s'appelle plus ARP, comme dans la loi de 2006, d'agir en leur lieu et place. Cela ressemble d'ailleurs étrangement, pour ceux, je n'étais pas encore ici, mais ceux qui avaient suivi l'actualité sur la loi de l'activité de l'audiovisuel qui date du 20 avril 2015. Il y avait encore, et c'est toujours le cas dans cette loi, un article qui instaurait une redevance de 4,5%. D'ailleurs, on lit aussi que le transfert de fonds est désormais assujetti à une taxe de 1% du montant à transférer. Il y a lieu de se demander, est-ce que ce n'est pas le consommateur qui va payer la facture? Je vais vers la fin. Madame le ministre, en évoquant les ressources de Campost, il est fait mention, c'est au 4e tiré de l'article 43, de la redevance. Évidemment, je viens d'en parler. On reconduit curieusement un système tellement inique, inspiré de la CRTV, qui veut que l'on prélève chez les concurrents privés pour financer le concurrent public qui reçoit déjà la subvention et autres financements, notamment celui lié à la compensation du service postal universel. Cela, Madame le ministre, vous paraît-il équitable? Alors, vous avez reconduit, et ça m'a particulièrement frappé, ce que je considère comme un véritable scandale. La loi met sur pied un corps nouveau, les officiers de police postale, qui, parce qu'ils ont prêté serment, peuvent qualifier les infractions, verbaliser, procéder aux saisies et autres choses. Bonjour les abus.
N'avez-vous pas entendu parler, Madame le ministre, des incidents perpétrés par la milice municipale à Yaoundé? Pourquoi cette frénésie de caporalisation sur les entreprises privées du secteur postal? Pourquoi cette envie irrépressible de réprimer sans autre forme de procès? Suffit-il de prêter serment pour exercer une compétence aussi délicate? Pourquoi la loi est muette sur les profils de ces agents verbalisateurs pendant qu'on y est? Qu'en est-il du plan de restructuration de la Campost qui était prévu de 2018 à 2021 pour un montant, pas des moindres, de 22,87 milliards? Où en est-on? Et puis, une petite autre curiosité, on a appris, j'avais suivi à la radio, c'était le 17 septembre 2019, que Camerco avait également lancé un service Camerco Express courrier. Alors, cette entreprise à capital public, comme Campost, est régie par quel régime maintenant? Mais dans un cas comme dans l'autre, ça va poser un problème de concurrence déloyale. Alors, comme je m'intéresse aussi à l'international, j'ai découvert la Postal Development Report de 2019, qui est le classement mondial annuel des meilleures entreprises postales, qui est fait par l'Universal Postal Union, l'organisme postal international qui est régi par le traité de Berne et qui encadre tout ceci. Ce classement a attribué à la Poste tunisienne le prix du meilleur opérateur postal à l'échelle africaine et arabe, notamment grâce à l'innovation numérique. Et je sais, Madame le ministre, que ça vous parle. Parce que dans l'exposé des motifs, il est dit que l'un des mobiles de la nouvelle loi est l'insuffisance d'appropriation des TIC. Alors moi, j'ai désespérément cherché le saut numérique dans cette loi. Aidez-moi, Madame le ministre, à le trouver, ce d'autant qu'on se souvient tous, et vous m'avez fait l'honneur d'ailleurs à l'époque de m'inviter à certaines de vos activités, juste après le discours du 31 décembre du président Paul Biya de 2015, qui faisait allusion à l'économie numérique, vous n'avez eu de cesse de faire de l'économie numérique votre sujet de prédilection. D'ailleurs, en mars 2016, et c'est ce que je disais tantôt, vous aviez organisé les premières journées du numérique. Et depuis lors, Dieu sait combien de forats vous avez organisé. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce, Madame le ministre, pour vous, qu'un slogan? Et puis pour finir, quelle est la place des collectivités territoriales décentralisées dans cette loi? Les télécentres sont devenus des fantômes dans des immeubles. Moi, je dirais, Monsieur le Président, très honorable, chers collègues, que cette loi dessine les traits d'un État vorace et oppresseur. L'objectif réel, et c'est clair, est d'essayer de capter par la force déguisée en une loi des ressources présumées logées dans une niche que constituent les transferts de fonds et les transports de courriers et marchandises. La niche, elle existe, en effet, mais cette loi, si nous l'adoptons telle qu'elle, va l'essorer complètement. Un secteur aussi prometteur mérite, Madame le ministre, chers collègues, une meilleure attention. Je vous remercie. Dans le contexte qui n'est pas dans l'écriture. D'ailleurs, Monsieur Jean-Jacques Zé, je vais démontrer à Monsieur Liby justement la fragilité de la pseudo-analyse qu'il essaie de faire sur le plan journalistique. Je vais lui dire que je ne fais même plus seulement de l'analyse journalistique. J'entendais quelqu'un dire le journaliste c'est Bac plus 3, je suis Monsieur Atanamanda au moins minimalement à Bac plus 6. Allez vous renseigner. Ça, il faut qu'on dise les choses aux Camerounais parce que les gens viennent faire du bluff ici. Je n'admets pas l'imposture et le bluff. Et maintenant, je reviens. J'ai entendu deux choses, Monsieur Liby. La première des choses, j'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Il ne faut pas non mentir au peuple. On va y arriver. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y à l'essentiel. Vous étiez à l'essentiel. devant moi, vous n'étiez pas le plus brillant. Monsieur Tchala était votre Yaoundé. Vous n'avez pas eu la moyenne de à la sortie de l'examen. On organisera une émission. Il y a des émissions qui vont avec ce genre de débat. N'importe quoi. Allah à l'université de Yaoundé, au département des sciences du langage. Sa Majesté, il y a des émissions. Merci. Permettez que je précise quand même, Chantal Roger-Tule, Charles Atanamanda. Il y a des émissions qui sont faites pas sur Canal 2, qui existent ailleurs. Vous irez avec les CV, vous irez avec les CV là-bas et vos pédigris. Mais ici, on parle d'un sujet qui nous intéresse. Allons-y à la réaction par rapport à la bagarre. Je ne vais pas je vais répondre à Monsieur Liby sur deux points. D'abord, je l'ai entendu dire que le président de la République, s'il avait conçu les hôpitaux, eh bien, il n'irait pas se faire soigner. Je pense qu'il faut un peu d'humilité pour certains jeunes Camerounais. Vous savez, à force de vouloir faire les intéressants, de jouer au brillant, plus brillant que tout le monde, finalement, on joue passablement à la bête, je vais être gentil. Parce que les hôpitaux, Paul Biya en a construit. Je vous mets au défi de me prouver le contraire.
Voudriez-vous, Monsieur Libi, que je vous parle des hôpitaux, n'est-ce pas, généraux de référence qu'il y a au Cameroun? Voudriez-vous que je vous demande de prendre la tâche du ministre de la Santé publique pour qu'il vous dise ce qui est en train d'être fait? Voudriez-vous que je vous demande de faire le tour du Cameroun tout au niveau des régions pour voir? Critiquons, vous avez raison de critiquer, c'est votre rôle, mais de grâce, un peu... je voudrais, suivons très bien. C'est très douloureux de voir un homme qui ne sait pas faire le distinguo entre la qualité et la quantité. Vous pouvez faire un décompte très brillant des années d'études, me faire montre d'une criade d'inconsistance substantielle. Puisqu'on parle de l'Assemblée, je voudrais dire, l'Assemblée s'occupe des hôpitaux. Et je voudrais vous dire qu'au Cameroun, il y a des hôpitaux de 5 catégories, depuis les hôpitaux généraux jusqu'au centre de santé intégré. Et que les chiffres disent que le standard mondial, le standard fixé par les Nations Unies, personnel santé pour 1000 habitants, c'est 2,5. Au Cameroun, on en est à 0,63. Bien plus, on est à 1 médecin pour 15 000 habitants. Allez donc me dire que ça, c'est avoir des autos, on va voir. Maintenant, pour revenir à l'Assemblée nationale, je voudrais... Très bien, à l'Assemblée nationale, puisqu'on aime les auteurs, c'est Pascal qui disait au Parlement. Puisque nous aimons les auteurs, c'est Pascal qui disait que l'homme n'est ni ange ni bête. Celui qui veut faire l'ange fait la bête. Allez savoir qui est bête. Moi, je veux dire, pour revenir à l'Assemblée nationale, je voudrais bien préciser qu'il faut savoir que le président, puisque vous dites, est-ce que c'est inutile? Il faut savoir... Un Cameroun dans lequel il faille toujours faire une alchimie forte entre l'expérience des anciens et l'expertise des jeunes générations. Je le dis avec force, afin que nul n'en ignore. Dès que j'ai dit cela, je voudrais convoquer maintenant, si vous voulez, dans la cosmogonie traditionnelle de la forêt d'où je viens, une phrase forte pour répondre à un jeune que je trouve, il a l'énergie ardente. Je voudrais dire à ce jeune-là, sur ce plateau, que dans la forêt d'où je viens, il y a un proverbe bantou qui est clair. Si dans l'espace public vous rencontrez un jeune qui s'empresse de prendre l'ongbette, l'ongbette c'est une espèce de bouillie traditionnelle réservée aux anciens, avec quelques connotations de gourmandise, il ne fait pas du mal au ongbette, il fait du mal à sa bouche. Je n'en dirai pas plus, comprennent qu'il faut. C'est noté. Et maintenant j'en arrive. Question de dosage quand même. Aucun pays ne se bâtit sans, ne me faites pas dire ça, aucun pays ne se bâtit sans des hommes d'expérience. Mais les hommes d'expérience sont ceux-là qui ont porté du fruit. Non leur longévité, mais par leur efficacité. Du coup, dans la cosmogonie Bassa, moi je suis Bassa, dans le Mbok, il y a donc une distinction entre Mbok le col et Mbok en Corenton. Et il y a un dicton justement de chez moi qui dit que un vieux qui tue les jeunes est un mauvais vieux, il faut le tuer. C'est pour ça qu'il y a les bons Mbok et les mauvais Mbok. On préserve les Mbok. Du coup, c'est un Mbok qui intimiderait les jeunes avec des allusions aux Mbok qui feraient du mal à leur vie. Dans la cosmogonie Bassa, il faut les tuer. Et quand vous évoquez la situation de l'Assemblée nationale, c'est ça le problème. Je pense que le marasme que connaissent ou que traversent depuis très longtemps les jeunes au Cameroun est aussi pour beaucoup tributaire de l'excès de respect à l'endroit des aînés, qui nous font profondément du mal. C'est de ça qu'il est question. Vous avez des vieux qui se comportent comme des Camerounais en transit. Tout à l'heure, on parlait du sucre. Vous allez dire, je reviens du sucre. Mais allez savoir qui est à la tête du sucre. Allez quitter le sucre, allez à l'Assemblée, vous y êtes allé, allez dans les partis politiques. Et là, je ne parle pas d'un seul parti politique, soit dit en passant. On parle de ces gens qui spolient un État. Mais on parle de la patrie. Vous me parlez de marche patriotique. Et on va dire pourquoi les gens n'ont pas adhéré, tout le reste. Quelle est cette patrie qui ne profite qu'à un, que certains vieux détruisent? Quand des gens spolient un État, détruisent un État, sans se soucier un seul instant de ce que leurs enfants seront, de ce que les enfants de leurs enfants seront, vous me dites de respecter ces vieux. Vous me demandez de respecter celui qui me tue. Vous me demandez de respecter celui qui détruit mon avenir. Vous parlez de l'Assemblée, oui, on pourrait s'attarder sur le bureau. En réalité, un président d'Assemblée ou de Parlement, c'est un primus inter pares. À la vérité, qu'est-ce qu'il a à faire comme attribution spécifique, si ce n'est de recevoir le serment du président et de désigner et de saisir le Conseil constitutionnel. Tout le reste, il coordonne le travail parlementaire. Mais effectivement, avec des gens qui sont là depuis 40 ans, de quelle impulsion voulez-vous rentrer dans les fonctions
d'un Parlement, au-delà de la fonction de représentation, la fonction de contrôle, elle n'existe pas. Parce que vous avez des gens qui eux-mêmes se sont empêtrés dans des histoires qu'ils ne veulent plus contrôler. Au-delà du contrôle, oui, on légifère, mais le contrôle, ça pose problème. Du coup, vous êtes dans une affaire de statu quo, on n'avance pas. Il y a des pans entiers de notre République dont les lois doivent être révisées. Personne ne peut les réviser parce que justement, en dessous de ces lois, on héberge des avantages des uns et des autres. Et vous me demandez, moi, de craindre de boire le mbette? Je pense pas. Justement, dans le fonctionnement de ces chambres du Parlement, au-delà des individus qui sont